À la une de cette édition du journal, balai des chefs d'État en République démocratique du Congo ce week-end. Après Joao Lourenço de l'Angola, ce dimanche, c'est Uhuru Kenyatta, ancien président kényan, qui est arrivé à Kinshasa. Toujours dans le cadre de la recherche des solutions à la crise de l'Est avec l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23. À Moba, dans la province du Tanganyika, l'on signale la présence des militaires zambiens à Kibanga depuis 2019, une situation qui menace les limites des frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie, selon la société civile. Et puis nous reviendrons, comme chaque dimanche, à la rétrospective de la semaine avec quelques faits marquants de l'actualité, notamment, une fois de plus, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, ainsi que les décisions importantes prises par la RDC. Bienvenue à cette édition du journal. Dans l'actualité de ce jour, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, est arrivé à Kinshasa ce dimanche en début d'après-midi. Son séjour en République démocratique du Congo vise à baliser le chemin pour la tenue du 3e round des pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et les groupes armés. Et ce même dimanche, il a été reçu au palais présidentiel du Mont-Galliema. Reportage commenté par Bijouiti Kalimo. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo préoccupe plus d'un Africain. Pour arriver à bout de cette situation, tout le monde veut mettre la main à la pâte. Ce qui explique l'arrivée des différents présidents africains en République démocratique du Congo. Le premier a foulé ses pieds à Kinshasa, la capitale congolaise, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sisiko, pour une visite d'1 heure. Ce dernier est venu apporter son soutien à son homologue congolais et promet un soutien diplomatique pour mettre fin au cycle de violence qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ceci ressort de la conférence de presse conjointe qu'a tenue le ministre des Affaires étrangères de 2 pays. Et ce dimanche 13 novembre, l'hôte du président de la République qui a atterri, c'est le facilitateur Uhuru Kenyatta. Désigné comme facilitateur par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi. L'ex-président kenyan Uhuru vient préparer le 3e round pour parler de paix entre l'État congolais et les groupes armés congolais agissant au pays ayant accepté de déposer les armes pour intégrer le processus de Nairobi. Il faut noter que le facilitateur Uhuru Kenyatta va pendant son séjour entamer une série de consultations avec les acteurs nationaux, représentants des communautés locales, les chefs de confession religieuse, les associations de femmes, les présidents de parlement congolais et autres. L'objectif de ce rencontre est d'avoir le même entendement sur la facilitation et baliser ainsi le chemin de pourparlers de paix de Nairobi 3. Nous vous l'avions annoncé dans notre édition d'hier, le président angolais était ce samedi l'hôte de Félix Tshisekedi. Les 2 chefs d'État ont entamé un échange en tête-à-tête et à l'issue de cette rencontre, un point de presse conjoint a été organisé. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et son homologue angolais sont revenus sur le processus de Luanda en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Papi Boaboui. C'est une conférence de presse qui intervient après le tête-à-tête entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, Joao Lourenço, en visite de travail à Kinshasa. Il était question pour les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères congolais et son homologue angolais de fixer l'opinion sur l'initiative du président angolais, médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, que la RDC accuse de soutenir et armer les rebelles du mouvement M23. Qu'étant réunis dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de 3 pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Et il est bien normal que le président Lourenço, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion
au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. Et en même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, est aussi annoncé à Kinshasa pour les préparatifs de Nairobi 3. Arrivé samedi à Goma, au Nord Kivu, le commandant des forces kenyanes affirme être venu à la rescousse de la République démocratique du Congo qui fait face à une instabilité dans sa partie est. On l'écoute à travers ses propos recueillis. Nous sommes en République démocratique du Congo à la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi parce que la République démocratique du Congo est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Tous les membres de cette organisation régionale se sont mis d'accord. Lorsque un pays membre a des difficultés, il peut demander l'aide des autres pays membres pour venir le soutenir. Voilà qui justifie notre présence ici. C'est par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous sommes venus donc prêter main forte pour la restauration de la paix. Nchi ambao ni East Africa region tuwe na amani na stability katika hii eneo. Pendant ce temps, un autre conflit sur les limites des frontières qui oppose la République démocratique du Congo à la Zambie. La société civile, sous la coordination de Moliro, un groupement de la chefferie des Manda en territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, appelle la communauté internationale, la SADC et le gouvernement congolais à résoudre une fois pour toutes ce problème. En même temps, elle dénonce l'occupation illégale du sol congolais par les forces zambiennes du côté de Kibanga depuis 2019. On les écoute à travers ces propos. Nous sommes très surpris par le silence de notre gouvernement. Les documents officiels sont clairs. La frontière entre la RDC et la Zambie, c'est à Kibanga. Mais les militaires zambiens occupent toujours notre sol. On ne nous a pas toujours restitué notre frontière. Elle est toujours occupée par les militaires zambiens. Pourtant, c'est la rivière qui sépare les deux pays. Nous demandons l'aide de la communauté internationale. La Zambie occupe illégalement notre sol. Elle a avancé de plusieurs kilomètres la ligne qui sépare les deux pays. Et puis la COP27 se poursuit à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui a participé ce week-end à la table ronde sur le développement des minéraux de la batterie électrique, a appelé les partenaires financiers au pragmatisme pour aider la République démocratique du Congo à lancer sa toute première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques. Obed Kambale est notre correspondant sur place. À la COP27 qui se poursuit à Sharm el-Sheikh en Égypte, le ministre Julien Paluku Kaongia, qui consolide la diplomatie industrielle, a pris part ce week-end à la table ronde sur le développement des minéraux de la batterie dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Partageant l'expérience de la République démocratique du Congo sur le processus d'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques, le ministre de l'Industrie a mobilisé les partenaires financiers dont Afrexim Bank, Badea APC, qui d'ailleurs ont réitéré leur ferme engagement pour matérialiser ces grands projets panafricains. C'était également l'occasion pour le ministre Julien Paluku Kaongia d'appeler les pays africains à ratifier leur adhésion au Centre africain de développement minier KDM et d'allouer un budget conséquent pour la promotion du secteur de l'industrie au niveau du continent. Nous sommes venus partager la vision minière de la RDC par rapport à l'exploitation, à la transformation des matières premières face à la problématique de la transition énergétique. Parce que comme vous le savez, d'ici 2035, 2040, 2050, il y aura une forte demande en matière de véhicules électriques. Autour de 900 millions de voitures électriques qui seront demandées d'ici 2050
et autour de 200 millions en 2035-2040. Et donc, la problématique, c'est quoi? C'est de dire comment on doit capter ces marchés pour en même temps lutter contre les changements climatiques, parce que la pollution, elle est très forte. Alors la RDC a une réponse, c'est à travers, 1, ces forêts, 2, ces minerais stratégiques que sont les cobalt, les lithium, les manganèses, les nickel, etc. Cette vision du président de la République pour nous dire, nous avons commencé une initiative avec la Zambie, celle de devoir construire la première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques en RDC, d'une étendue de 2000 hectares pour abriter la première zone économique spéciale. Et ici, nous avons appris qu'effectivement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a fini la sélection de la firme qui va devoir faire les premières études de préfaisabilité de la mise en place de cette étude. La République démocratique du Congo est en train de vendre ses immenses potentialités, surtout en matière de minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs de batteries électriques, depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. Obed Ale Kambale pour Digital Congo. Merci Obed Kambale. Retour au pays pour vous parler plutôt de la réparation en faveur des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, qui est le thème central du 2e congrès du Chair international Denis Mukwege qui s'est déroulé à l'université évangélique en Afrique. À l'occasion, le bâtiment abritant le centre d'excellence Denis Mukwege de l'université évangélique d'Afrique a été inauguré. Reportage de Ernest Mouirou. C'est un événement qui a déplacé des personnalités scientifiques du monde entier ici à Bukavu autour du 2e congrès du Chair international Denis Mukwege. Pendant 3 jours, outre des échanges sur les avancées et défis sur le plan sanitaire, psychologique et socio-économique dans la prise en charge des violences sexuelles, des réflexions ont été axées au niveau juridique sur la question des enfants issus du viol, le rôle de la justice congolaise dans la lutte contre ces violences, la répression du viol pendant les conflits armés et les droits à la réparation. Ici, nous avons plus de 20 pays représentés à travers le monde. L'idée, c'est d'écouter les expériences des uns et des autres, savoir comment ces pays arrivent à travailler et à mettre en place un système de prévention et de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles. Pendant ces assises à portée internationale, le bâtiment qui va abriter le centre d'excellence Denis Mukwege de l'UEA a été inauguré. Je pense que ce bâtiment va être le plus grand cadeau que votre université et votre pays vous aura donné. Au-delà de tous ces prix honorifiques que vous avez reçus au travers du monde. Je tiens d'abord à remercier l'université évangélique en Afrique d'avoir pensé à pérenniser l'action que nous avions commencée il y a quelques années. Donc je crois que ce centre pour nous est très important pour les futurs de l'université, mais aussi de l'expertise de notre pays que nous vendons à l'extérieur. Signalons que cet événement des 3 jours a été co-organisé entre autres par l'Université évangélique en Afrique, l'Université de Liège, la Fondation et l'hôpital de Ponzi, avec l'appui entre autres de la coopération suisse, Médica Mondial et Pain pour le Monde. La République démocratique du Congo a organisé ce samedi le 16e petit déjeuner de prière. Plusieurs hôtes, dont l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, ont pris part à ce rendez-vous des hommes et femmes chrétiens. Thème choisi, leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation. Rita Bitota pour le commentaire. Le 16e petit déjeuner national de prière a connu la participation de plusieurs hôtes de marque venus des différents pays, dont la République démocratique du Congo. Parmi les invités de marque, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qu'elle a valablement représenté à cette rencontre des hommes et femmes chrétiens qui expérimentent le leadership autour du modèle de Jésus-Christ. Plusieurs interventions se sont succédées, dont le témoignage de Maître Azarias Robero Manua qui a édifié l'assistance sur l'intervention divine dans sa santé rétablie après avoir été atteint par la Covid-19.
Les intentions des prières se sont référées au thème choisi pour la circonstance, à savoir le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, tiré de 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 7 à 10 et 7 à 14. Que l'Éternel intervienne pour la cessation des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour la quiétude du peuple congolais. Tel a été le vœu du pasteur Roubérois dans la prière qu'il a dite en exhortant les dirigeants à différents échelons à faire bénéficier le peuple des ressources de leur pays. Qui va conduire à la guérison de notre nation, à l'arrêt de la guerre, à l'arrêt des hostilités. Cette sagesse qui va nous amener à une économie prospère au-delà de la pauvreté que nous ne méritons pas et qui découle souvent de l'égoïsme de la mauvaise gestion. Cette sagesse qui est la crainte de tonneau, qui va nous amener à de bons systèmes éducatifs dans cette nation. Un buffet bien garni marquant ce petit déjeuner d'ensemble sous les rythmes de la chorale CBFC a fait vibrer ce 16e rendez-vous du petit déjeuner national de prière en République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de la SBL Initiative Plus, a donc, en tant que fervente catholique, marqué d'une pierre blanche cet événement en communion avec la famille chrétienne de ce groupe de prières qui n'est pas une église. Et puis un grave accident de circulation s'est produit au niveau de Bel-Air, dans la commune de Mongafula. Des véhicules et des camions sont entrés en collision. Plusieurs dégâts matériels enregistrés et morts d'hommes. Difficile de savoir exactement les causes de cet accident. La rétrospective de la semaine avec les grands faits marquants de l'actualité. Janet Kabila, élue de Kalemi, députée nationale, a participé à la session du Parlement panafricain qui s'est tenue en Afrique du Sud du 24 octobre au 11 novembre. Et sur place, Janet Kabila a suggéré au Rwanda de négocier avec les FDLR, affirmant son soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'élu de Kalemi pense qu'il est incontournable que le gouvernement congolais négocie avec le M23 sans que le Rwanda ne se résolve de faire de même avec les FDLR. Revenons sur cette décision. Elle s'est exprimée à propos de l'agression de la RDC. On l'écoute. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR. Ce sont des Rwandais, c'est de la mauvaise foi. Les FDLR a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. Les FDLR opèrent dans notre territoire. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons de M23 qui n'existait plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Aussi, l'Assemblée nationale s'oppose au mixage et à l'intégration des rebelles dans l'armée congolaise. Elle a dit le lundi, au cours d'une recommandation faite au gouvernement, c'était après une plénière très mouvementée. John Zati nous en parle. Parmi les mots qui rongent le secteur sécuritaire en République démocratique du Congo, l'intégration tant décriée au sein des services de sécurité de ceux qui jadis ont porté les armes contre la République. C'est qu'interdit l'Assemblée nationale au gouvernement. La matière s'est invitée au débat à la plénière de mardi 8 novembre 2022. L'Assemblée nationale, en attendant l'adoption d'une loi irrélative, vient de voter ce jour une recommandation ferme à l'endroit du gouvernement et du président de la République. Les représentants du peuple déclarent le M23 groupe terroriste et interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés. Car ces éléments se sont livrés à des kidnappings, ont été coupables de violations massives des droits de l'homme et ce M23 est soutenu par des armées étrangères et autres opérateurs économiques mafieux. Ainsi donc scellé mardi 8 novembre 2022 à l'Assemblée nationale, recommandation adressée au gouvernement. Au cours de la même plénière de mardi, le président de la Chambre basse a fait part aux parlementaires, aux députés nationaux, du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui souhaite entamer de poursuites judiciaires contre le député national Daniel Safou. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a été reçue au Sénat. Elle était à Kinshasa pour faire le point sur la question de l'embargo sur les armes qui frappent la République démocratique du Congo et s'informer sur le terrain de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Retour sur cette audience accordée au Sénat dans cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Cette précision a été donnée par Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçu ce jour par le speaker du Sénat, Modeste Bahati. Le chef de la délégation a en outre soutenu que seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Pour ce représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la RDC d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. C'est seulement le fournisseur auprès de qui la RDC pourrait acheter ces équipements qui a l'obligation d'informer le Conseil de sécurité. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Au cours de ce fructueux échange, Modeste Bahati a insisté sur la création d'un tribunal international pour le Congo afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commis sur le sol congolais depuis les années 1990 jusqu'à ce jour et qui continuent d'endeuiller notre pays. Rappelons que cette grande mission envoyée par New York va avoir des échanges avec plusieurs personnalités et institutions sans oublier les acteurs de la société.
Vous allez le corriger avec moi. Il s'agissait donc de l'audience accordée à cette délégation des Nations Unies. Des morts et portés et disparus ainsi que des dégâts matériels énormes. C'était le bilan de l'incursion des ADF à Kabacha sur l'axe Butembo-Beni dans la nuit du mardi à mercredi 9 novembre. La population appelle donc les autorités à doter chaque parcelle d'une arme pour sa sécurité. Delphin Sandani nous en parle. Le fait remonte d'une heure du mercredi 9 novembre 2022, confirme le chef du groupement Bouliki, Mouindo Kalunga Messo, rencontré à Kabacha. Les assaillants ont fait irruption et pillé plusieurs biens. Ils ont incendié 4 engins, 2 actros, une voiture et un fousseau. 16 portes de boutique, une maison d'habitation et les centres hospitaliers ont été incendiés. Ils ont pris avec eux le médecin de ce centre hospitalier, contenant nos larmes. À en croire un rescapé qui s'est même entretenu avec les assaillants au centre hospitalier de Kabacha, l'ennemi a eu tout le temps d'opérer sans être inquiété. Bombajou Akali a été obligé de quitter son lit de l'hôpital pour que la chambre soit incendiée. Témoignage. Il a dit vite sortez. À un moment il venait déjà de brûler l'allumette pour brûler les moustiquaires. Je suis sorti. À l'extérieur, c'était de la débandade. Je suis allé croiser le docteur aussi. L'autre docteur déjà ligoté. Je dis que c'est sérieux. Là, c'est le départ. Les mamans enceintes, on les a écartés. Parlaient surtout de Swahili. Ils étaient des musulmans. Ils disaient que tout le monde doit se convertir en musulman. Du côté population, les autorités doivent en urgence voir comment doter chaque parcelle d'une arme. Prince Moussavouli, représentant des étudiants, élèves et écoliers ressortissants de Béniville et territoire, insiste en ces termes. Le président de la République a dit que voilà, il faut qu'on se prenne la charge, il faut que cette parole soit effective. Si on nous a mis à descente, nous-mêmes, on peut sauter pendant 2 semaines, on dote des armes et on peut se sécuriser. Les jeunes sont prêts à prendre les armes et se sécuriser eux-mêmes. L'opération s'est réalisée aux différents endroits au même moment. Au centre de Kabacha, l'ennemi a incendié 4 engins roulants, dont 2 actros, un fousseau et une voiture qui stationnait cette nuit à ces lieux. Des boutiques ont été vandalisées et incendiées. Une grande partie du centre hospitalier réduit en centre. Un lot important des médicaments pillés. Plus de 10 personnes ont été prises en captivité, parmi lesquelles Dr Janon Ziavake, médecin directeur du centre hospitalier de Kabacha. 2 personnes ont trouvé la mort. L'on signale une maman atteinte par balle perdue et un bébé tombé du dos de sa mère pendant la fuite. Pour rappel, le 20 octobre dernier, les EDF ont encore signé leur incursion à Maboya, toujours sur l'axe Butembo-Beni. De retour de Kabacha, Butembo, Delphin Sindani, Digital Congo. Merci Delphin, c'est pourquoi nous disons d'ailleurs tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cet état de choses. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Digital Congo Télévision. Digital Congo, la télévision numérique.